Accord de paix au Soudan du Sud. Riek Machar et Salva Kiir promettent d'œuvrer pour restaurer la paix. Rapport des Nations Unies sur la République démocratique du Congo. 92 exécutions extrajudiciaires ont été enregistrées en septembre. Puis, plus d'1 million de Vénézuéliens sont arrivés en Colombie au cours des 9 premiers mois de 2018, parole de l'autorité migratoire. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page de l'information sur Sika TV. Bienvenue à toutes et à tous. Œuvrer pour la paix, c'est la promesse du chef rebelle sud-soudanais Riek Machar et du président Salva Kiir. Cependant, bien des obstacles restent à surmonter sur le chemin de la réconciliation. Voici le reportage. Riek Machar n'était plus revenu à Juba au Soudan du Sud depuis sa fuite précipitée de la capitale en juillet 2016 après des combats meurtriers entre ses hommes et les forces gouvernementales. À son arrivée à Juba, l'homme qui doit retrouver son ancien poste de vice-président a martelé qu'il était pour la paix. Le président Salva Kiir, reprenant lui aussi les promesses maintes fois tenues mais jamais suivies des faits, a également fait l'éloge de la paix. Vous avez enduré d'immenses souffrances et le poids de la responsabilité pèse lourdement sur mes épaules. Et en tant que votre président, je regrette profondément les blessures physiques, psychologiques et émotionnelles que vous avez subies sans raison. En tant que votre président, je tiens à m'excuser au nom de toutes les parties au conflit. Ce que nous attendons du président, ce sont quelques petites choses. L'une est que pendant la guerre, de nombreuses personnes ont été arrêtées et emprisonnées. Certains n'ont pas été traduits en justice et d'autres l'ont été. Nous aimerions que ces gens soient libérés pour fêter avec nous. Les gens n'ont pas fui à cause de la guerre. Ils ont fui à cause de la faim. Nous sommes un pays riche et nous avons besoin de notre peuple pour revenir. Ceux qui se trouvent en Éthiopie et ceux qui se trouvent au Kenya doivent rentrer chez eux, tous ensemble en paix, afin que nous puissions bâtir notre pays. Le président a déclaré que la présence de Machar à Juba est la preuve que la guerre prend fin et qu'une nouvelle ère de paix et de prospérité s'ouvre. En gage de bonne volonté, il a annoncé la libération de l'ancien porte-parole de la rébellion, James Gatet Dak, et de William John Handley, un ancien colonel sud-africain à la retraite et ex-conseiller de Riek Machar. Ce dernier doit être expulsé dans la foulée en Afrique du Sud. Les deux hommes avaient été condamnés à mort en février par un tribunal de Juba. En République démocratique du Congo, 92 exécutions extrajudiciaires ont été enregistrées au cours du mois de septembre. C'est ce qui ressort du rapport du Bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme publié ce mercredi à Kinshasa. Voici les détails. Dans un rapport publié ce mercredi à Kinshasa, le Bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme a dénoncé les violations des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Dans ce document, les Nations Unies affirment que 92 personnes ont été tuées par les forces armées congolaises ou par des groupes armés en septembre. Les rédacteurs de ce rapport disent que les agents de l'État sont responsables de 52% des violations des droits de l'homme documentées dans les exécutions extrajudiciaires d'au moins 25 personnes. Ils disent également avoir relevé 623 violations des droits de l'homme au cours du même mois, ce qui constitue une hausse par rapport au mois précédent. La majorité de ces exactions ont été commises dans les provinces affectées par les conflits armés dans l'est du pays. Depuis une vingtaine d'années, l'est de la RDC est en proie à une insécurité chronique. Une centaine de groupes armés essaiment la région, se disputant notamment le contrôle des ressources naturelles abondantes dans la zone. Une télévision privée du Cameroun a été suspendue pour 6 mois au Gabon par la haute autorité de la communication. Il est reproché à cette chaîne d'avoir annoncé la mort du président gabonais Ali Bongo Ondimba, hospitalisé en Arabie Saoudite. La haute autorité de la communication du Gabon a suspendu pour 6 mois une télévision privée du Cameroun
qui avait annoncé la mort du président gabonais Ali Bongo Ondimba, hospitalisé en Arabie Saoudite. Réunie mardi dernier à Libreville, la RAC a demandé le retrait pour 6 mois de la télévision réputée proche du pouvoir, Vision 4, des bouquets diffusés au Gabon par les principaux diffuseurs dont Canal+. Dans un communiqué obtenu ce mercredi, la RAC a qualifié d'inexacte et trompeuse l'annonce de la mort du président Bongo Ondimba par Vision 4. Une annonce qui, selon elle, a porté atteinte à l'unité nationale, la cohésion sociale et l'ordre public. Selon le porte-parole de la présidence à Libreville, le président gabonais, âgé de 59 ans, a été hospitalisé le 24 octobre dernier à Riyad à la suite d'un malaise. Les médecins qui l'ont consulté ont alors diagnostiqué une fatigue sévère due à une très forte activité ces derniers mois et lui ont prescrit un repos médical. Après l'annonce dimanche en direct par Vision 4 de la mort du président Bongo Ondimba, sans aucun élément de preuve, le porte-parole de la présidence avait appelé à la vigilance contre les fake news. Au Ghana, l'ancien président de la Fédération de football, Kwesi Nyantakyi, a été interdit à vie de toute activité liée au football. Cette sanction émane de la justice interne de la FIFA pour des faits de corruption. Les détails, ce sera dans cet élément. La FIFA, l'instance mondiale du football, a interdit à vie de toute activité liée au football. Au niveau national et international, l'ancien président de la Fédération ghanéenne de football, Kwesi Nyantakyi. La justice interne de la FIFA l'a jugé coupable de plusieurs violations du code éthique de la Fédération internationale de football association en matière de conflit d'intérêts et de corruption. Kwesi Nyantakyi devrait également s'acquitter d'une amende de 500 000 francs suisses, soit environ 440 000 euros. Pour mémoire, Kwesi Nyantakyi avait dû démissionner début juin après les révélations explosives d'un documentaire d'investigation, le filmant avec une caméra cachée en pleine négociation avec les investisseurs potentiels à qui il faisait miroiter de juteux contrats avec le gouvernement ghanéen, et ce, en échange de cadeaux de plusieurs millions de dollars. Il aurait réclamé près de 11 millions de dollars, soit 9,3 millions d'euros. Cette affaire avait failli mener à la dissolution de la Fédération ghanéenne de football avant que la FIFA et les autorités ghanéennes ne trouvent un accord via la mise en place d'un comité de normalisation de la Fédération ghanéenne de football. La ville de Pittsburgh est meurtrie par l'attaque antisémite la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis. Un millier de personnes s'y sont rassemblées mardi pour protester contre la venue du président américain Donald Trump. Reportage. Le président américain s'est rendu mardi dans la ville de Pittsburgh. Il y est allé pour se recueillir dans la synagogue où un tireur antisémite a abattu 11 fidèles. Mais Donald Trump a été accueilli par des manifestants qui se sont opposés à sa visite en l'accusant d'attiser la haine. Plus de 1500 personnes de tous âges et confessions ont appelé le président américain à renoncer à ses diatribes incendiaires. Dans la synagogue Andoi, Tree of Life, Donald Trump a allumé une bougie pour chacune des 11 victimes de l'attaque antisémite, la plus meurtrière jamais perpétrée aux États-Unis. Dès samedi, le locataire de la Maison-Blanche avait vivement condamné la tuerie et a appelé à éradiquer le poison de l'antisémisme. Mais plusieurs voix lui ont reproché de désinhiber l'extrême droite avec ses discours enflammés. Voici le message qu'une organisatrice de la manifestation lui a adressé. Je cite, « La violence de samedi est une conséquence directe de votre influence. Président Trump, vous n'êtes pas le bienvenu à Pittsburgh tant que vous n'aurez pas renoncé au nationalisme blanc. » Fin de citation. Le maire démocrate de Pittsburgh avait pour sa part conseillé au président de reporter sa visite pour laisser aux familles des victimes le temps d'enterrer leurs morts. Mais Donald Trump, selon la porte-parole de l'exécutif Sarah Sanders, voulait venir faire une preuve de respect au nom du pays entier. L'auteur du drame, Robert Burst, a été arrêté après des échanges de tirs avec les policiers. Inculpé de 29 chefs d'accusation, il encourt la peine de mort. Il a confié vouloir juste tuer des Juifs en accusant les Juifs d'être responsables d'un génocide des Blancs selon une rhétorique chère à l'extrême droite.
En Colombie, l'autorité migratoire a indiqué que plus de millions de Vénézuéliens sont arrivés dans le pays pendant les 9 premiers mois de 2018. 676 000 sont partis vers d'autres États, tous fuyant leur pays en crise. De janvier à septembre 2018, plus d'1 million de Vénézuéliens sont entrés sur le territoire colombien, tandis qu'un peu plus de 676 000 sont partis vers des pays tiers. En somme, il y a plus de 1032 millions de Vénézuéliens en Colombie, dont 573 000 régularisés, 217 000 en situation irrégulière et 240 000 en cours de régularisation. Selon l'ONU, près de 1 900 000 de personnes ont quitté le Venezuela depuis 2015, fuyant la crise économique et politique. Chaque jour, quelques 5 000 citoyens abandonnent le pays pétrolier, formant le plus important déplacement de population dans l'histoire récente de l'Amérique latine. Réticent à reconnaître la vague migratoire, le président vénézuélien Nicolás Maduro a demandé à l'ONU de justifier ces statistiques. Le président colombien Iván Duque a estimé fin septembre que l'arrivée d'1 million de migrants vénézuéliens pourrait coûter cette année environ 1 348 $. Il a prévenu que la Colombie n'a pas la capacité de faire face seule à cette situation. Présumée irrégularité du transfert de Neymar au Barça, le magistrat espagnol qui devait juger le joueur international estime qu'il encourt jusqu'à 6 années de prison. 3 juges doivent présider son procès. Ce rebondissement dans l'affaire de transfert de Neymar retient beaucoup l'attention. Le footballeur brésilien, ses parents, le président du FC Barcelone et son prédécesseur à la tête du club sont en attente de procès en Espagne. À la base, le présumé délit de corruption lors de son recrutement par le Barça en 2013. Par ailleurs, Bartomeu, Rosell et le Barça devront répondre du délit d'escroquerie, tout comme l'ancien club de Neymar au Brésil, Santos, et son ex-président Odílio Rodrigues Filho. L'affaire avait été déclenchée par une plainte du groupe brésilien 10, ancien détenteur d'une partie des droits du joueur, s'estimant lésé dans l'opération de transfert. D'après le juge en charge du dossier, pour l'accusation présentée par 10, la peine pouvant être imposée en principe à Neymar pourrait être de 4 à 6 ans de prison, selon une ordonnance. La peine encourue étant supérieure à 5 années, le juge considère que ce sont 3 juges qui devront présider le procès du footballeur. Il a donc saisi la chambre pénale de l'audience nationale, juridiction réservée aux cas ayant une importance nationale ou internationale. Dans la pratique, sa décision retarde encore davantage l'éventuel procès. En mai 2017, la justice espagnole avait conclu que Neymar devait être jugé, mais aucune date de procès n'avait encore été fixée. Voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à demain.